et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un update lecture de tout ce que j'ai pu lire pendant l'été, à savoir juillet et août 2022. D'ailleurs à ce propos, je suppose que vous avez vu le changement de titre, d'habitude c'était bilan lecture. Là je pense que pour être plus raccord avec YouTube, update lecture ça va très bien aller aussi. Alors, pour commencer, j'ai fait une lecture commune sur Tant que vole la poussière de Cameron Valciano, qui était, ma foi, une très très bonne lecture, si ce n'est excellente, parce que, en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de lire ce roman, qui est donc publié aux éditions Magic Mirror, ce qui veut dire que c'est une réécriture de conte, en l'occurrence celui de Peter Pan. Et en fait, voilà, je suis pas fan de Peter Pan à la base. J'entends par là le personnage de Disney, puisque je ne le connais que par là. Et puis même, moi j'avais regardé la série Once Upon a Time, et son personnage, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui me plaisait pas à moi, même si c'est l'enfance éternelle, et que je suis une grande enfant, voilà. Donc ça me faisait peur, et en plus j'avais lu le premier chapitre, ou le prologue je crois, parce qu'il est disponible sur le site de la maison d'édition, ou sur Amazon, ou je sais plus trop, et il y avait des histoires d'opium, etc. Et j'avoue que j'étais un peu frileuse. Mais quand j'ai vu la lecture commune et la possibilité, enfin un concours qui donnait la possibilité de gagner l'e-book, je me suis dit c'est le moment ou jamais de participer, au pire je perds et voilà. Mais il se trouve que j'ai gagné, donc j'ai gagné l'e-book, j'ai pu participer à la lecture commune et je me suis vraiment régalée. Donc, comme je vous ai dit, j'aime pas spécialement Peter Pan, son personnage, etc. Mais ça, c'est une suite. On y suit donc Wendy qui a grandi, qui est devenue maman, qui a une fille, et le capitaine Crochet qui, lui, n'est plus dans le pays imaginaire, mais qui, par la force des choses, vu qu'il est un personnage extraordinaire, n'a pas spécialement vieilli. Voilà. Et donc ils vont se rencontrer et partir à la recherche de la fille de Wendy justement qui a disparu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux, mais dans le sens merveilleux d'un conte, c'est-à-dire que vous avez un mélange à la fois de fantaisie, vous savez ce qui vous met les étoiles dans les yeux, mais aussi de lugubre, parce que l'écriture est vraiment très en demi-teinte, c'est-à-dire qu'elle mélange vraiment ce qui est magnifique, ce qui est beau, et puis ce qui est très sombre. Quand je dis elle, c'est l'autrice. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est une excellente suite pour Peter Pan, que vous ayez aimé le personnage ou pas. Franchement, je vous le conseille. Moi, j'ai mis à ce roman la note de 19,5 sur 20. Honnêtement, aujourd'hui, on est début septembre, je ne sais pas ce qui m'a fait enlever ce demi-point. Mais voilà. Enfin bref, c'était une excellente lecture et je ne peux que vous la recommander. La deuxième lecture que j'ai faite en juillet, c'était une lecture papier cette fois. Il s'agissait de 2012-2022, 10 ans après la fin du monde, qui est un collectif d'auteurs, donc un recueil de 15 nouvelles paru chez Marathon Édition le 12 juillet. Alors pourquoi est-ce que je l'ai lu ? D'une part parce que j'avais lu un précédent collectif de chez eux et que ça m'avait beaucoup plu, et d'autre part, il faut se l'avouer, parce que l'une des nouvelles est de moi. Voilà. Quoi qu'il en soit, en fait, on est 15 auteurs, on a 15 auteurs qui revisitent donc le mythe de cette fin du monde prévue par le calendrier Maya en date du 21 décembre 2012. Et j'avais souvent tendance à dire 12 décembre 2012, parce que ça faisait 12-12-12, mais en fait, voilà. C'est bien le 21 décembre 2012 que les Mayas avaient prévu la fin du monde, d'après un calendrier. Et donc, nous avons été 15 auteurs à revisiter cette légende. Et ma foi, les nouvelles que vous retrouvez là-dedans sont vraiment très diverses et variées. Vous avez dans tous les cas du post-apocalyptique, hein, bien sûr, puisque la fin du monde, voilà. Mais elles sont très différentes et franchement, c'était un plaisir de voir ce que d'autres auteurs avaient fait de ça. Ça nous apprend à prendre soin du monde qui nous entoure, mais que ce soit le monde de la Terre, bien sûr, mais aussi les personnes qui nous entourent finalement. C'est une, j'allais dire une ode, mais peut-être pas tant. Disons que vous avez un côté écologique qui est quand même vraiment très, très intéressant, un côté sociologique aussi dans certaines nouvelles, et j'ai eu un coup de cœur pour une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Parce que vraiment elle pour moi, détache des autres. Et voilà, je vais vous dire son titre. Il s'agit de Ici ou ailleurs de Aliénor Hanno, je crois. Attendez, je vérifie.
Non, Aliénor Allo, pardon. Et cette nouvelle m'a vraiment surprise et je l'ai beaucoup aimée. Et donc, en somme, j'ai mis à ce recueil la note de 17 sur 20. Autant vous dire que c'est quand même assez difficile de noter un recueil dans lequel vous avez votre propre nouvelle. Voilà. Mais 17 sur 20, ça me paraît être une note assez juste parce que, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Voilà. Ensuite, en juillet, c'était mon objectif et je l'ai atteint. J'ai enfin terminé Joli Rouge d'Alexandra Fischer, qui est un roman que j'ai lu en VO, ça veut dire en allemand, puisque c'est un roman qui est écrit en allemand, qui est publié chez Drachenmond Verlag. Et ma foi, ça a été vraiment laborieux, parce que je l'ai commencé le 6 avril quand même. Donc du 6 avril au 30 juillet, j'étais là-dessus. Je le lisais ponctuellement. C'était un peu dur. Pourquoi c'était un peu dur? Parce que c'est un roman qui est principalement historique en fait, même si l'autrice a bien sûr sans doute inventé 2-3 petites choses pour en faire un roman, une fiction. Elle s'attache quand même à retranscrire ce qui se passait dans les années 1660, enfin autour de ces années 1660, dans les Caraïbes, la Jamaïque, etc., au niveau de la piraterie. Donc si vous voulez, il y a beaucoup d'histoire et c'est pas spécialement ce qui me plaît le plus. Ça en fait un roman très réaliste, hein. Vous n'avez aucune touche de fantasy ou de fantastique là-dedans. Cela étant, c'est aussi un roman féministe parce que Joli Rouge, ou bien plutôt Jacotte, c'est l'héroïne, c'est une femme qui est donc qui va au fur et à mesure devenir une capitaine pirate et parmi les frères de la côte, les femmes étaient interdites. Les frères de la côte, donc ce sont les pirates, les flibustiers, les boucaniers, etc. Parmi eux, donc les femmes n'étaient pas autorisées à bord des bateaux, bien sûr. Une femme, ça devait rester à la maison, ça devait remplir ses devoirs de femme, d'épouse, et si ce n'était cela, eh bien ça devait satisfaire les marins. Voilà. Elle avait d'autres ambitions, et en se maquillant, en se déguisant, elle va devenir l'une des femmes pirates, capitaines reconnues. Elle a vraiment existé, hein, donc voilà. Donc cette portée féministe et finalement un petit peu avant-gardiste, et ce personnage est très intéressant. Tout ce qu'on peut trouver sur la piraterie est également très intéressant. Moi, je le lisais aussi pour me replonger là-dedans pour un roman que j'essaie d'écrire, mais c'est compliqué. et voilà, en revanche, alors c'est un roman en allemand, donc si vous le lisez en VO, sachez que la langue est quand même assez compliquée. Donc ça peut prendre énormément de temps, voire décourager, clairement, parce qu'il y a aussi je ne sais combien de pages. Et en fin de compte, pour moi, ce livre n'était pas vraiment ce que je m'attendais à trouver. Donc pour toutes ces raisons, le fait qu'il y ait quand même du positif, la portée féministe, la portée piraterie, qui bon, quand même est intéressante, mais aussi le fait que c'était pas ce que j'attendais, ce côté historique qui était vraiment trop présent. J'ai mis la note de 14 sur 20, en soi c'est une bonne note, on est d'accord, hein. Mais voilà, je suis pas rentrée complètement dedans, j'ai mis des mois et des mois à le lire, donc voilà, je pense que tout est dit. On en arrive maintenant au mois d'août, où là j'ai lu beaucoup plus, et donc j'ai commencé par Mère morte d'Aurélie Wellenstein, que j'ai ici dans la version Pocket, que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais pris parce que, je l'avais demandé à ma maman Noël, parce que j'avais vu sur le calendrier de l'Avent de mon grenier à histoire, quelqu'un qui le présentait, et qui le présentait ma foi très bien. J'en avais vu pas mal de chroniques, et je m'étais dit, bon, il serait temps de découvrir la plume d'Aurélie Wellenstein, et pourquoi pas avec Mère morte, pardon, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, puisqu'il est question ici aussi de piraterie. Donc on a des pirates, et on a un inquisiteur, si mes souvenirs sont bons, un exorciste, pardon. Donc un exorciste, c'est-à-dire qu'il chasse les fantômes, etc. Puisque dans le monde d'Aurélie Wellenstein, qui est un monde apocalyptique, les mers se sont retirées, les mers sont mortes. Mais parfois arrivent des marées, et avec ces marées, en fait, les fantômes des êtres marins. Voilà, donc les baleines, les requins, les dauphins, etc. Et donc on suit Oural, un exorciste, du coup,
et toute une bande de pirates qui vont faire un périple. Et honnêtement, j'avais très peur en abordant ce roman d'une certaine redondance, puisque finalement on suit la marée. Donc la marée, les fantômes, tout ça, et j'avais peur que ce soit très redondant, qu'on arrive toujours dans les mêmes histoires. Et en réalité, pas du tout. Parce que avec ce roman, déjà les marées sont pas toujours vécues de la même façon, ni au même endroit. Il y a un voyage, et puis ça nous amène différentes réflexions également. Donc c'est du post-apo, un peu comme 2012-2022, au sens où on a des réflexions sur l'écologie, sur les humains, comment se comporter envers la Terre, envers nous-mêmes, envers notre société, voilà. Et ça c'était très très intéressant. L'écriture est fluide au possible, ça se lit mais vraiment tout seul. Je l'ai dévoré en 5 jours, alors que franchement il fait quand même pas mal de pages. Il en fait 417. Donc pour moi, ça commence à être conséquent, puisque je ne lis pas très vite. Mais là, en 5 jours, je l'avais fini, ce qui veut dire un petit peu moins de 100 pages par jour, hein, si jamais j'ai fait des pauses. Bref, j'ai adoré. C'est haletant. Vous avez une intrigue qui est super bien menée. Vraiment, bravo. Et les personnages sont vraiment pleins de profondeur. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Et on les découvre au fur et à mesure, en fait. Des marées, par exemple, et des rencontres que va faire Oural, en fait, et le héros. Et c'est super bien fait. Et donc, en fait, Oural, quand j'ai vu, je me suis dit, mais ce nom, je connais et tout. Et en fait, les personnages, pas mal de personnages portent des noms de fleuves, et je trouvais ça mais tellement bien trouvé. Et c'est un peu répétitif. Et dans le roman, bien sûr, on vous explique pourquoi, et donc ça, je vais vous laisser le découvrir. Voilà. C'est tout pour Mère Morte. Ah non, quand même, j'ai mis la note de 19 sur 20. Pareil que pour Tant que vole la poussière, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le point supplémentaire. Mais voilà, une excellente lecture que je ne peux que vous recommander. Ensuite, je me suis fait plaisir graphiquement parlant avec le tome 2 de Scurry de Mac Smith, publié chez Delcourt, parce que j'avais adoré le premier tome de cette BD. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une BD, c'est un comics. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je saurais pas. Pour moi, les comics, en fait, c'était les DC et les Marvel, quoi. Ça s'arrêtait là. Je sais, c'est très borné, mais bon, bref. Donc c'est un comics et j'ai adoré parce que les dessins sont encore une fois magnifiques. Voilà. Donc cette planche me permet de vous montrer, ou pas, l'arrivée de nouveaux personnages en fait. Donc ça complexifie l'intrigue. Donc on est toujours avec Pix et sa copine. Je sais plus. Non, c'est Pix la fille. Pict. Oh, je sais plus. Je vous mettrai ici les noms. J'ai un peu du mal avec leurs noms, je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà. Donc on a 2 souris principalement, donc celle-ci. Et sur le premier tome, on avait le mâle, bon voilà, peu importe. Et donc ils vont se chercher dans ce tome parce qu'ils se sont perdus de vue dans la forêt immergée du coup. Et voilà, donc c'est vraiment très très bien. C'est à la hauteur du premier, vraiment. Donc j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, je me répète, les dessins, l'histoire qui se complexifie, l'arrivée de nouveaux personnages, je viens de vous le dire. Donc parmi les nouveaux personnages, on a un écureuil, moi j'adore les écureuils, et on a un gang, une tribu de castors, mais pas seulement de castors en fait, et avec un peu des rois un peu fous, etc. On a l'arrivée des corbeaux aussi, et j'aime également beaucoup les corbeaux. Donc voilà, c'est vraiment à lire. J'ai mis à ce tome la note de 17,5 sur 20 et je ne peux que vous le recommander. Alors, je vous parlais de graphique. La lecture d'après, c'était Orimiya, ou peu importe, de Hiro et Daisuke Agiwara. Donc c'est le tome 1, où on suit Ori et Miya. Donc ils sont 2 personnages, c'est ce qu'on appelle, je crois, dans le langage un shoujo, donc une histoire d'amour. Et je l'ai lu en un seul jour en fait. Donc moi je suis pas du tout lectrice de manga, je trouvais ça trop petit, en plus c'est pas dans le bon sens de lecture quand on est français, bref voilà. Et finalement celui-ci est écrit relativement gros pour mes yeux handicapés on va dire. Et normal quoi. Et j'ai vraiment bien aimé au final, j'ai trouvé ça vraiment très drôle parce qu'il y a pas mal d'humour dedans. Et j'ai trouvé ça aussi super chou parce que c'est
Oui, c'est une histoire d'amour évidemment qui prend forme entre les deux héros, mais ça prend son temps, c'est doux, c'est vraiment mignon au possible. Donc, bah honnêtement, moi qui suis pas lectrice de manga, je continuerai au moins avec la suite de Horimiya. Et voilà, et j'ai mis à ce tome la note de 16/20. Ensuite, la plus grosse surprise de cet été, et du mois d'août, mais de cet été, et peut-être de cette année, enfin je sais pas, on en est qu'à la moitié, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc ici dans son édition Le Livre de Poche, où on suit ici une héroïne qui est Violette Toussaint, qui est garde cimetière. Donc elle habite en bordure de cimetière et elle va changer l'eau des fleurs, c'est-à-dire arroser les fleurs qui ne peuvent pas être arrosées par les proches des personnes qui sont enterrées là. Elle va s'occuper un peu des tombes, etc. Et surtout, elle va accueillir dans sa loge, dans sa cuisine, des personnes qui vont s'épancher, c'est-à-dire qui vont lui raconter leur vie finalement. Donc on a énormément de vie, on voit énormément de vie grâce à Violette, et on voit aussi la sienne, puisque c'est quand même une tranche de vie à elle, et c'est magnifique. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai mis des signets, bon 3, mais j'aurais pu en mettre tellement plus, parce que j'ai vu des phrases, j'avais l'impression qu'elles m'étaient directement adressées. Ce roman, ma mère me l'avait prêté et je l'ai repoussé parce que c'est quand même un contemporain et je n'ai pas l'habitude des contemporains. Il est conséquent, hein. Honnêtement je crois qu'il fait plus de 600 pages. Voilà, 665, donc clairement pour moi c'est ce que j'appelle une grosse pavasse. Et donc il me faisait peur pour plein de raisons. Mais je crois aussi que je l'ai lu au bon moment, en fait. Que de l'avoir repoussé, de l'avoir lu à ce moment-là, c'était le moment pour moi de lire Changer l'eau des fleurs. Et je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un livre magnifique, touchant, percutant. Vous voyez cette Violette Toussaint, vous la voyez évoluer, il y a des liens entre passé, présent, et c'est... Ah, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, je l'ai adoré. Je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi se dire, tiens, maintenant j'ai envie de le lire, maintenant c'est le moment. Ou le lire comme ça, je sais pas, mais moi, vraiment, ça a été le moment de le lire. Et je l'ai adoré. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait me le donner. Je lui ai dit, si tu veux, je te le paye, je t'en achète un nouveau, mais moi, je voudrais garder celui-ci parce qu'il a vraiment une valeur. Bah, à la base, c'est un prêt, mais j'ai mis des signets, voilà, peut-être même que je le relirai, alors que je ne relis jamais un livre. Mais là, celui-là, vraiment, je suis sûre que bah, je peux le retrouver à certains moments de ma vie, et voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Il vous redonne le goût des choses simples. Les phrases sont simples aussi, mais en même temps, elles vous font voir la vie d'une façon différente. Elles vous... Ah, je sais pas. Lisez-le. Moi, j'ai mis la note de 20/20. J'aurais pu mettre 25 en fait. C'était vraiment la surprise de l'année, de l'été. On verra, c'est la surprise pour le moment. Ouais. Je suis encore toute chamboulée quand j'en parle. Et voilà. Bref, je vous recommande énormément, plus, Changer l'eau des fleurs. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, parce que bien sûr, maintenant, ça fait un petit moment qu'il est paru. Et voilà. Alors ensuite, tous les étés, je lis au moins une romance, donc avec Horimiya, c'en était une aussi, mais j'en lis une en papier, entre guillemets, sauf que celle-ci n'était pas en papier, c'était Farel, le tome 2 des Irish Renegades, je suis pas sûre qu'on fasse la liaison, de Blandine P. Martin, qui est la suite de Malone, qui était le tome 1 des Irish Renegades. Du coup, cette fois, j'ai pas fait la liaison. Et donc, dans le tome 1, on suivait le personnage de Malone, et là, on suit son petit frère, Farrell, qui est un gars tout à fait borderline, etc. Son frère l'était un peu aussi dans le physique, mais pas vraiment. Lui, Farrell, il l'est pas que dans le physique, et il est partout. Et c'est vraiment le bad guy par excellence, qui n'hésite pas à être hors la loi pour arriver à ses fins. Sauf que bah, on le quitte dans le tome 1 voilà, en très mauvaise posture. Et en fait, le tome 2, c'est comment il va sortir de cette posture-là. Et bon, bah évidemment, c'est aussi une romance. Donc on a l'héroïne qui est Elwyn, qui va le rencontrer tout à fait par hasard, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et voilà, c'est vraiment aussi assez drôle, justement. Il y a pas mal de belles choses dans ce roman. Encore une fois, on a une romance slow burn avec beaucoup d'action, donc comme avait su le faire l'autrice pour le premier tome avec Malone. Mais
Je l'ai trouvé un peu moins bon que le premier, alors peut-être parce que je ne découvrais plus ces personnages et ce genre-là. Toujours est-il que j'ai adoré retrouver justement tous les Irish Renegades, et la petite famille et tout, ça c'était super. On retrouve aussi des personnages à fort caractère, à fort tempérament, et ça c'est très agréable parce qu'ils sont quand même tous différents, mais ils ont tous leur place. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est bien de leur dédier à chacun un tome, mais ils sont là quand même à chaque fois, et donc ça c'est super. Cela étant, ouais, j'ai un peu moins aimé que le tome 1, et au début de la lecture, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ouais, il y a beaucoup de répétitions de mots. Bon, après, c'est passé, mais ça, c'est peut-être aussi mon côté auteur, autrice, qui fait que je vais pinailler sur des choses complètement idiotes. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une romance très très sympathique, vraiment, qui prend énormément son temps, vraiment. Là, on a du slow burn, mais voilà, c'est limite si vous attendez le dernier chapitre pour avoir un petit bisou, quoi. Enfin, là, j'extrapole, mais en gros, c'est ça l'idée. Et voilà, donc bref, j'ai mis à ce roman, pour toutes ces raisons, la note de 15,5 sur 20. Voilà, mais quand même, il me faudra lire la suite parce que c'est pareil, le tome 2 finit sur un énorme cliffhanger. Et donc, heureusement, j'ai déjà la suite sur ma liseuse, donc voilà, il se peut que je ne lise pas que des romances en été. Le dernier livre que j'ai lu cet été, c'était Hémisphère de Sarah Grimm et Bernard Aflatette. Donc c'est un roman à 4 mains paru aux éditions du 38. Et comment dire? Alors déjà, je sais pas pourquoi, j'ai une obsession pour les romans écrits à 4 mains parce que je sais pas comment ils font en fait. Moi déjà, j'ai du mal à avancer sur mon propre roman. Je me dis comment ils font à deux, quoi, pour s'arranger, etc. Bon, souvent, ils prennent un personnage chacun, donc là, je suppose que c'est ce qui a été fait. On a ici le personnage de Dévore, qui vit en hémisphère, donc c'est sous un dôme bien protégé, c'est du post-apo. Et puis, on a le personnage de Osnour, qui vit, lui, en dehors du dôme, et donc pas du tout protégé. C'est un récit qui est très innovant, parce qu'il mêle donc la science-fiction, avec cette histoire de dôme, etc., le post-apo, bien sûr, enfin bien sûr, non, et aussi la mythologie égyptienne, comme on peut le deviner sur la couverture. Et moi, ce qui m'a attirée, d'une part, c'était la mythologie égyptienne, parce que j'adore ça, enfin j'adorais ça quand je l'ai découverte, et le fait que ce soit Sarah Grimm qui l'ait écrit, entre autres, puisque j'avais beaucoup aimé un de ses précédents romans, qui reprenait une légende, cette fois nordique. Bref, donc j'étais attirée par ce roman, mais je le laissais de côté parce que, bon, d'une part, il est sur liseuse et j'arrive moins à aller chercher mes romans sur liseuse. Et d'autre part, il y a quand même beaucoup de SF. Et effectivement, c'est aussi la SF qui m'a fait moins aimer ce roman parce que je suis pas une amatrice de science-fiction pure et dure. Et là, bien que je ne l'ai pas lu, il me faisait penser à 1984 de George Orwell. Je saurais pas vous dire pourquoi, étant donné que je n'ai pas lu 1984, mais voilà, de ce que j'en sais, ça m'y faisait énormément penser. Alors attention, si vous l'avez lu, si vous avez lu les deux, ça se trouve je me plante complètement, mais voilà ce qui se passe dans ma tête, entre autres. Et donc ce côté poussé science-fiction, ça m'a pas trop parlé. En revanche, j'ai trouvé que le côté mythologie égyptienne est non, c'était pas français ce que j'allais dire, est vraiment très très bien intégré. Je me demandais d'ailleurs comment ils allaient faire parce que voilà, vous avez d'un côté des robots, des machines, etc. Et de l'autre côté, ce qu'ils appellent les exilés, donc limite des Cro-Magnons, quoi. Et voilà, comment est-ce qu'on va faire collider tout ça et comment est-ce qu'on va intégrer la mythologie égyptienne. Et je l'ai trouvé très bien fait parce qu'elle arrive vraiment petit à petit. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, je me répète, mais bon, voilà. Et donc pour ces raisons, le fait que la SF était pour moi trop poussée et sans doute pas adaptée à la lectrice que je suis, mais aussi pour la mythologie égyptienne que j'ai bien aimée là-dedans, j'ai mis à ce roman la note de 14,5 sur 20. Voilà. Si vous êtes porté SF, je pense que vous aimerez davantage ce roman que moi. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle n'est pas trop longue. Dorénavant, j'essaierai de faire donc des updates chaque mois, enfin je reprendrai les mois par mois. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à
m'écrire en commentaire ce que vous avez lu cet été. Si vous avez lu des romans ou graphiques que j'ai mentionnés ici, n'hésitez pas aussi à m'en parler. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous en prie, faites-le, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, naviguez bien sur YouTube. Tchussy!